Bonjour, c'est Stéphane, votre ingénieur consultant en système d'information. Bonjour, c'est RLP Business. Bonjour et bienvenue sur RLP Business en direct depuis nos studios du Périgord. RLP Business, l'émission sur le management, l'entreprise, l'économie, l'activité, le business, donc en Périgord et ailleurs. Aujourd'hui, un spécial management, arrangement de management, optimisation de management et de communication avec Marion Malocena-Drosson, facilitatrice relationnelle, auteur du livre « Créer un climat relationnel sécurisant au travail » paru aux éditions Erol Business. Marion Malocena-Drosson, bonjour. Bonjour. Bonjour, merci d'être venu, de nous avoir rejoints sur RLP. Avec plaisir. Eh bien écoutez, nous allons parler de tout ceci, l'actualité est large, tout de suite, l'actualité de la semaine. Les actualités. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'un phénomène qu'on constate un petit peu partout, vous allez comprendre très rapidement. Le salaire moyen en 2002 en France était de 26 000 euros, en Angleterre de 30 800, en Suisse de 37 000, en Singapour de 17 000. Aujourd'hui, en 2024, en France, il est à 39 008, donc il est passé de 26 à 39. En Angleterre, de 30 008, il est passé à 40 000. En Suisse, de 37 004, il est passé à 82 000. Et à Singapour, de 17 000, il est passé à 65 000. Donc clairement, il y a certains qui stagnent pendant que d'autres progressent. Dans le même temps, nous faisons face à une crise d'envergure beaucoup plus importante que celle de 2002, 2008 et autres. Le niveau des défaillances d'entreprises sur 12 mois glissants en septembre 2024 dépasse 66 000 entreprises, un record depuis décembre 1991. Les données avant cette date sont moins précises, mais il est évident que les temps étaient moins difficiles. Nous traversons donc la période la plus critique en termes de faillite et de crash économique depuis plus de 50 ans et le début des 30 glorieuses. Le nombre de PSE, plan de sauvegarde de l'emploi, augmente également, montrant que les entreprises touchées sont souvent d'une certaine taille. Il n'y a pas de plan de sauvegarde pour une TPE ou alors un entrepreneur individuel. Voilà, début novembre, ces chiffres menaçaient déjà 300 000 emplois en France. Dans ce contexte, syndicats et acteurs étatiques restent figés dans des schémas idéologiques basés sur une vision dépassée où la population serait constituée uniquement de salariés de grandes structures ou de fonctionnaires, avec un rapport toxique à l'argent, une tendance à l'auto-sabotage et ce refus des modèles de réussite qui paralysent l'innovation et l'ambition. Et pendant que la France et l'Europe s'enlisent dans les réglementations et les taxes, Singapour et Dubaï s'envolent économiquement. Exemple frappant et grande réussite locale, les emballages de fromage doivent dorénavant indiquer « contient du lait ». Et oui, nous payons des gens pour avoir ce genre d'idées, nous imposer ce style de règles et surtout pour venir vérifier qu'elles sont bien appliquées. Pendant ce temps, nous assistons à une hémorragie des cerveaux et des cols blancs qui s'accentue dans un environnement de plus en plus hostile au talent. Alors cette dégradation économique dont je vous parle ici régulièrement s'opère dans un cadre extrêmement rigide, compliquant le management et la gestion des ressources humaines, avec des différends générationnels, le multiculturalisme, les transitions parfois brutales et vitales pour les entreprises qui engendrent des frictions, des incompréhensions et parfois un manque d'adhésion. Et c'est là que les experts en communication et en dialogue interviennent, trouver du sens, améliorer la relation, améliorer le travail en équipe de l'emploi. Marion Malocena-Drosson, notre système socialo-professionnel en entreprise, comme ça, est-il adapté à cette pression ? Comment est-ce qu'on peut aider les différents acteurs à aborder plus sereinement ces processus de changement qui sont un peu vers le bas là actuellement là ? Alors c'est une grande question parce que c'est vrai que le monde du travail est vraiment en changement de paradigme en ce moment et par plusieurs facteurs, notamment je crois que ça a été aussi très accéléré par ce qui s'est passé autour du Covid où vraiment la relation au travail a été très, très remise en question, la question du sens est arrivée aussi. On s'en est pas encore remis en fait. On s'en est pas remis. On voit aussi tout ce que ça peut engendrer au niveau du télétravail, au niveau de tout ce qui s'est mis en place dans ces conditions-là. Et on est dans une période que vous avez bien décrite. Je rigole, mais c'est pas drôle en fait votre entrée en matière. Mais dans le sens où je trouve que ce que ça engendre, c'est une perte de sens, beaucoup, où il y a une espèce de vous disiez qu'il fallait écrire qu'il y ait du lait sur les produits laitiers, les choses comme ça. Enfin, oui. On arrive dans des couches incroyables. Ne faites pas cela à la maison. Voilà. Il y a plein de strates qui sont rajoutées, de complexité. C'est un monde extrêmement complexe aujourd'hui, le monde du travail. C'est un monde qui va pas bien. Et du coup, moi, ce que je constate beaucoup, c'est un repli sur soi.
Là où on est censé travailler en équipe et éventuellement dans la cohésion et ce qui sera aidant, les gens sont tellement en difficulté qu'il y a un repli sur soi et un manque de communication qui découle de ça. Ils se réfugient dans la stratégie individuelle? Oui, dans la stratégie individuelle ou parfois dans une espèce de sidération, de souffrance qui mène à une espèce de sidération, en fait, où ils ne savent plus comment faire. Beaucoup d'arrêts maladie. Ou alors ils viennent travailler mais avec la boule au ventre. Donc c'est un monde... alors en transformation aussi, parce qu'il y a d'autres choses qui émergent. Il ne faut pas voir que ce qui... Quand il y a des périodes de changement comme ça, il y a un système qui part, mais il y a aussi quelque chose qui émerge. Mais en tout cas, dans l'ancien système, beaucoup de difficultés aujourd'hui. D'accord. Eh bien, nous allons parler QVTC, nous allons parler violence sociale, nous allons parler rapport à l'autorité, différents générationnels. C'est Marion Malo-Sénat-Drosson sur RLP. Ne bougez pas, c'est juste après ça. L'invité de la semaine. Alors, Marion Malo-Sénat-Drosson, facilitatrice relationnelle. Qu'est-ce que c'est qu'une facilitatrice relationnelle? Alors, c'est normal que vous ne sachiez pas trop parce que c'est très nouveau. La facilitation relationnelle, en fait, moi, mon métier, c'est vraiment d'accompagner... moi, je suis dans le secteur du monde du travail. La facilitation relationnelle peut se faire dans différents domaines. D'accord. Ça peut être dans les familles, à niveau individuel, etc. Moi, c'est vraiment dans la sphère professionnelle. Et mon but, c'est d'accompagner des équipes ou des personnes individuelles dans les relations au travail, parce qu'en fait, on part du principe que quand les relations sont saines au travail, vous avez un climat de confiance, de sécurité. Du coup, vous avez de la communication, vous avez du dialogue, de la performance, des personnes engagées. Si les relations sont dégradées dans votre entreprise ou là où vous travaillez, vous allez avoir de la défiance, des bruits de couloir, un manque de communication, des interprétations, un repli sur soi, comme je vous disais tout à l'heure. Et ça va très souvent, et moi je le constate, c'est incroyable le nombre d'arrêts maladie ou de personnes, encore une fois, qui viennent travailler dans la souffrance. Donc moi, la facilitation relationnelle, c'est vraiment aller mettre du soin dans la relation entre les personnes, dans le milieu professionnel. Est-ce que ce ne serait pas quelque part de l'optimisation de management ? Bien sûr, ça passe par là, et c'est pour ça qu'il y a aussi une des choses que je fais, c'est de former des managers aussi, parce que on se rend compte en général qu'il y a beaucoup de managers qui sont désemparés. Alors quand je dis optimisation de management, c'est effectivement optimiser les managers, mais c'est aussi faire une méthode de management optimisée. Oui, mais il y a beaucoup de méthodes qui émergent au niveau du management en ce moment aussi, de réinventer le management, parce que le management autoritaire, c'est quelque chose qui ne marche pas plus du tout aujourd'hui. Donc il y a d'autres façons de concevoir ça. Et surtout aussi, ce qui est très important, c'est qu'un manager qui peut aider est un manager aidant, enfin qu'on a soi aussi aidé. Donc c'est très souvent, on a des managers qui ne sont pas suffisamment outillés ou accompagnés et qui du coup sont en échec dans leur poste de manager et mettent en difficulté leurs équipes. Donc c'est vraiment le rôle de manager est un rôle fondamental. Absolument. Et dont on ne prend pas forcément suffisamment compte. Et voilà. Bien sûr, nous ferons un jour une émission sur le syndrome de Peter, mais l'autre jour. Bon, dites-moi là, comment on devient facilitatrice relationnelle? Marion Malo-Sénat-Drosson, en fait, qui êtes-vous? Vous avez fait quelles études? Alors, moi, j'ai fait des études de droit. Je suis juriste, en fait, de formation. Jusqu'à quelle année? Jusqu'en 1900. Je veux dire, jusqu'à quelle année universitaire? Ah, d'accord. J'ai fait un master de droit. Donc plus 5. Droit européen et international privé. Droit européen, international privé. D'accord, voilà. ok, ouais, c'est intéressant. Puis un diplôme d'anglais juridique et commercial. D'accord. Et voilà, après le début de ma carrière... Ah, vous pourriez aller en commerce international, vous? Vous pourriez. En commerce, non, alors en commerce. Non, mais je veux dire, au départ, dans votre formation initiale, vous auriez pu aller dans des entreprises, des sociétés internationales. Oui. Alors oui, moi ce que j'ai fait, c'est qu'au début, j'ai travaillé dans la défense des consommateurs en lien avec la Commission européenne, justement, sur tout ce qui est les questions des litiges transfrontaliers qui impliquent Donc vous avez plusieurs commencé pays. par des emplois à la Commission européenne. Alors, c'était pas à la Commission européenne, mais c'était en lien avec la Commission européenne. Ouais, tout à D'accord. fait, ouais. Durant combien de temps? C'était les premières années, quelques débuts de 3-4 ans. Ensuite, j'ai travaillé à l'UFC Que Choisir, dans la défense des consommateurs longtemps. D'accord. À Paris ou toujours J'aime beaucoup l'UFC Que Choisir. Qu'est-ce que vous avez fait à l'UFC Que Choisir? Quand j'étais à l'UFC Que Choisir, j'ai beaucoup bougé. J'ai fait mon droit à Montpellier et quand je travaillais à l'UFC Que Choisir, c'était à Nantes. D'accord. Voilà.
J'étais juriste à l'UFC Que Choisir, donc en fait... Donc vous avez aidé les gens qui se faisaient arnaquer par les banques et des entreprises qui se faisaient arnaquer tout court, voilà, oui, défense des consommateurs. Tout ce qui est lié à un contrat. À partir du moment où il y a un contrat commercial sûr, et qu'on se sent lésé ou pas, voilà. Donc vous avez vu vous avez vu le côté effectivement des gens qui se plaignaient et autres. Vous avez vu le côté institutionnel au niveau de l'Europe. Ouais. Et après l'UFC Que Choisir, qu'est-ce que vous avez fait? Alors après l'UFC Que Choisir, j'ai fait un bref passage en assurance où j'ai travaillé en protection juridique. D'accord. Puis ensuite, de nouveau dans la défense, mais des locataires dans une association voilà, qui s'appelle l'ADIL, pas du tout, qui s'appelle la CNL, pardon, mais on travaillait aussi avec l'ADIL. Et puis à la suite de ça, j'ai travaillé dans le logement social. D'accord. Et là, j'ai occupé différents postes. Périgord Habitat, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui. Voilà. Et là, j'ai occupé différents postes. J'ai eu la chance de commencer, de voir différents postes dans le logement social, en commençant par le service technique et puis en ayant après différentes postes qui ont été créés pour moi dans la gestion urbaine de proximité et puis chargé de mission. Donc en fait du management en fait. Et là, il y a eu une partie de management que j'ai adorée. Et là, dans votre parcours, on voit administratif, administration, secteur privé, petite structure, grande structure. Ouais. Donc vous avez une visualisation sur même 10-15 ans là, de l'écosystème du travail. Et donc depuis 2018, vous êtes à votre compte. Voilà. D'accord. Depuis, j'ai quitté le logement social en 2018. Et ils vous ont utilisé comme prestataire un petit peu là-bas? Non. Même pas durant la fusion? Même pas. Je ne sais pas si j'aurais été la mieux placée. Mais en 2017, je suis partie me former à la méthode à laquelle je suis formée aujourd'hui, qui s'appelle la méthode Imago, la méthode d'accompagnement. D'accord. Et je suis partie me former à Genève, parce qu'il n'y avait pas à l'époque de formation en France sur cette méthode-là. Voilà. D'accord. Et en revenant, j'ai monté mon cabinet. Ok. Alors, les gens qui viennent vous voir aujourd'hui, généralement, qui est-ce? Qui vient voir Marion Malocena de Rosson et pourquoi? Alors, aujourd'hui, les gens qui viennent me voir sont... au départ, j'avais un cabinet où je recevais aussi des personnes privées, sur la sphère privée, mais aujourd'hui, c'est quasiment... Je fais que du professionnel, donc les gens qui me contactent, c'est pas qu'ils viennent me voir parce que c'est moi qui vais les voir, ce sont des chefs d'entreprise, ce sont des directeurs de ressources humaines, ce sont des personnes qui sont confrontées à des situations... alors, c'est très souvent la porte d'entrée, c'est des situations problématiques, de tensions, de conflits, mais ça peut être aussi sur... Ils sont en train de se battre et ils ne travaillent plus. Ils se parlent pas. Voilà, non, c'est ça. C'est Verdun. Ils communiquent plus, voilà. On a beaucoup d'arrêts maladie dans ce service, il faut aller voir ce qui se passe. Ça peut être des choses comme ça. Ça peut être aussi, on va avoir un changement. Donc, est-ce que vous pouvez nous accompagner sur cette conduite du changement? Très important l'accompagnement au changement, très négligé par beaucoup de managers, mais Voilà, donc en gros, très souvent la porte d'entrée, c'est que ça va pas. Alors après, les gens, une fois qu'ils me connaissent, c'est ça qui est chouette, c'est qu'il me faut intervenir en amont. Et là, c'est gagnant pour tout le monde. Oui, et là, c'est gagnant pour tout le monde. Ça évite beaucoup de souffrance déjà au travail de personnes. Ça évite aussi un manque de performance, parce que quand on souffre, on n'est pas performant. Vous êtes médiatrice alors aussi. C'est une sorte de médiation. On n'a pas des protocoles de médiation, on n'a pas le même but que la médiation. Mais vous optimisez l'environnement dans un esprit de management, vous faites un peu de médiation. Oui, c'est vraiment la facilitation, mais c'est vraiment ça, c'est faciliter... Vous allez finir psy, vous, hein. Alors, j'ai pas les compétences d'un psy, par contre, j'ai l'écoute. Et l'écoute est très thérapeutique en elle-même. Et vous savez, encore la semaine dernière, quelqu'un est sorti d'un entretien qu'on avait en me disant « Ça fait 25 ans que je travaille ici, c'est la première fois que je me sens entendue ». Oui, mais ça, on l'apprend aussi, c'est une autre émission, mais ça, on l'apprend aussi. Le fait d'arriver à formuler quelque chose, déjà, c'est commencer à s'en débarrasser, à le soigner, à le guérir. Et donc, aller vers les gens et les aider à verbaliser en fait quelque chose, c'est les aider quelque part à l'identifier et donc à l'améliorer et le résoudre. C'est la première étape essentielle. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un... Voilà. Non, c'est de la logique. On ne peut pas demander à quelqu'un... C'est très logique, ouais. On ne peut pas demander à quelqu'un de changer ou de faire différemment tant qu'il n'a pas été entendu et compris dans ce qu'il vit, lui, actuellement. Oui, bien sûr. C'est la première étape nécessaire. Et puis, il faut lui expliquer aussi où on va et pourquoi. Oui, du sens. Bien sûr, il faut donner du sens. Et vous dites, on en parlait avant que vous arriviez, l'important, c'est de donner du sens, et le problème, c'est quand on n'y en a plus. La question alors ça, c'est ce que je vous disais aussi, qui est très très lié, je pense, à la question du Covid, où le sens, tout d'un coup, a été mis en exergue dans nos vies. Vous voyez tous les appels à bifurquer qu'on peut avoir dans les grandes écoles aujourd'hui, parce que ça ne va pas avec les valeurs de chacun. Cette question de « je viens au travail
parce que mon travail a du sens. On parlait aussi hors antenne des agents qui travaillent dans le domaine des assistants sociaux ou choses comme ça, qui sont vraiment... si on fait ces métiers-là dans le soin, dans l'accompagnement, c'est qu'on a vraiment à cœur. Beaucoup de métiers de l'humain où on va par vocation et on se rend compte qu'on n'a pas forcément les moyens de travailler comme il le faut. Dans la police, le nombre de suicides qu'il peut y avoir dans la police et dans l'armée, qui d'ailleurs souvent sont liés aux conditions de travail, mais aussi à des soucis familiaux. Ça va avec. Et donc, le problème, lorsqu'on se rend compte que ça ne marche pas forcément très bien, il y a une perte de sens. Il y a une perte de sens. Alors, ça ne marche pas très bien et ça se complexifie. Le nombre de démarches administratives qui se rajoutent, de rapports à faire, de tous les reportings, les réunions. Vous le constatez, vous aussi, parce que nous, on se plaint très souvent de la surréglementation qui empêche de faire quoi que ce soit. Vous, en intervention, vous le constatez aussi ? Mais oui, dans beaucoup de secteurs. Beaucoup de secteurs, les reportings, les réunions, tout ça, ce sont des choses qui sont très chronophages, qui prennent aussi de l'énergie et qui détournent du sens initial pour lequel on fait ce métier-là. Tout le temps que des assistants sociaux vont mettre à remplir des fiches, des choses comme ça, c'est des temps qui ne passeront pas avec leurs bénéficiaires. Bien sûr. Et eux, leur métier, c'est vraiment d'avoir à cœur d'accompagner les gens. Donc là aussi, on crée de la souffrance. Toute la complexification du travail aujourd'hui amène de la souffrance parce que détourne du sens premier du travail. D'accord, ok. On va peut-être pas faire comme le président d'Argentine, là, qui a viré 80% des fonctionnaires. Ah non, c'est pas ça que je veux dire. Non, mais bon, c'est ce qu'il a fait lui. Ouais. C'est ce qu'a fait Elon Musk aussi lorsqu'il a repris Twitter quelque part. Bon, c'est une façon aussi, c'est une façon de regarder aussi. Enfin, ayant vécu dans les pays anglo-saxons, je trouve qu'on a trop de bureaucratie, on a trop de bureaucrates, et effectivement, on perd un petit peu de ça. Donc, les gens qui viennent vous voir, vous m'avez parlé aussi parfois de négociation. Qui dit négociation dit syndicat, voilà, vous intervenez aussi, vous, il y a des rapports de force dans le monde du travail qui nécessitent parfois l'intervention de personnes comme vous ? Alors, bien sûr qu'il y en a. Moi, je n'ai pas été tellement sollicitée là-dessus. Très souvent, par contre, quand j'interviens au sein d'un service, il y a une partie des personnes qui peuvent être syndiquées et les syndicats jouent un rôle, bien entendu. Moi, j'ai pas, en tout cas, mais c'est quelque chose qui pourrait tout à fait se faire dans le côté un peu médiation à ce moment-là, effectivement, entre des forces en présence. Mais comment dire ? Plus on va sur la problématique, plus elle risque de se crisper. Moi, vraiment, mon client, quelque part, c'est la relation. C'est pas la difficulté ou le problème. Plus on va essayer de mettre... Vous travaillez pour l'entreprise ou vous travaillez pour les équipes, les salariés ? Pour moi, c'est la même chose. Je suis appelée par la direction d'une entreprise. C'est une question piège. J'espère que j'ai bien répondu. Alors. Oui. Je suis appelée et missionnée par la direction, les ressources humaines. Moi, je suis là pour le bien des employés. Si les employés se sentent bien, l'entreprise ira bien. Donc, je suis là. En fait, on est là pour le bien de tout le monde. Bien sûr. Vous voyez, c'est pas... Et souvent, c'est le fait simplement c'est ce qu'on disait tout à l'heure, de pouvoir nommer les choses, de pouvoir... Je commence toujours mes interventions, y compris en équipe, par des entretiens individuels. La question, c'est rejoindre chacun dans sa réalité, dans ce qu'il vit, parce qu'on ne peut pas lui demander de changer tant qu'il n'a pas été entendu là. Et ensuite, après, je les fais travailler... Ça peut être par 2, par 3, par tout le service pour arriver simplement à mettre des mots sur ce qui se passe, sur les besoins qu'il peut y avoir. Et on travaille sur le fait aussi qu'on peut très bien ne pas être d'accord et pour autant se comprendre et travailler ensemble. On a souvent l'impression que si on n'est pas d'accord, c'est foutu, c'est que j'ai raison et que t'as tort. Et que du coup, ça engendre beaucoup de crispation. Mais on peut avoir chacun sa vision sur une problématique, ne pas être d'accord, et pour autant se comprendre qu'on n'ait pas les mêmes enjeux, les mêmes... et fonctionner et travailler ensemble. Donc là, on va travailler sur les besoins. C'est associatif, on a un conseil d'administration avec des personnes de divers horizons, on n'est pas forcément d'accord sur tout le temps, mais la radio, elle avance, elle progresse, elle s'améliore. C'est ça. Et au contraire, le désaccord peut être vu comme une source de richesse. Oui, s'il est exprimé correctement. Exactement. Bien sûr. Exactement. Si jamais on accepte qu'il soit présent chez l'autre. Oui, c'est ça. En fait. C'est ça. Donc dans votre livre, là, je vois 10 situations et 41 outils. Donc les 10 situations, je les vois. Je suppose que les 41 outils sont dispatchés dans les situations. Exactement. D'accord. Oui, donc vous exprimez situation 1, exprimer sa reconnaissance à un collaborateur, accompagner un collaborateur en difficulté, remotiver un collaborateur en perte de sens, apaiser les tensions entre deux salariés, établir une collaboration sereine et pérenne, renforcer la cohésion au sein d'une équipe, aider une équipe à sortir de la plainte et à devenir force de proposition, réfléchir en équipe, valoriser les appels
l'appétence au sein d'une équipe, accompagner une équipe au changement. On va vous envoyer au Paris Saint-Germain optimiser l'équipe, si j'étais pour les faire gagner à nouveau. Non, mais c'est oui, mais quelque part, moi, ce que je lis, c'est du management. Votre ouvrage est un livre de management. C'est ça. En tout cas, la demande des rôles, c'était vraiment d'avoir quelque chose d'extrêmement pratique. Et de toute façon, ça tombe bien, c'est ce que je voulais faire. Et moi, quand un manager me dit, j'ai votre bouquin, et grâce à ça, j'ai pu préparer ma réunion et j'ai vu comment aborder cette situation avec l'équipe, voilà, en fait, j'ai tout gagné parce que c'est vraiment ça que... Moi, c'est soutenir les managers. Mais on dit manager, mais c'est aussi, dans notre département, on a beaucoup de petites entreprises où il n'y a pas... Un manager, ce n'est pas dévalorisant. Hein. Non, mais je veux dire, ça peut être aussi un chef d'entreprise qui a des équipes et c'est un manager aussi. Voilà. Quelque part, ne serait-ce que sa propre interlocuteur. Même un travailleur indépendant, quelqu'un qui a 2 ou 3 personnes, qui fait un petit resto, une petite épicerie, il a à manager énormément de choses, ses fournisseurs, ses administratifs, ses interlocuteurs. C'est un manager quelque part. Donc, aujourd'hui, quels sont les types de sociétés qui viennent vous voir? Ce sont des petites sociétés, c'est l'administration, c'est public, c'est privé, c'est associatif, qu'est-ce que c'est? Qui vient vous voir? Alors, ce sont toujours les mêmes? Ce sont des appels entrants? Alors, j'ai certains clients depuis longtemps, et c'est ceux, je vous dis, où ils ont compris que... Vous avez du récurrent. Qu'on n'est pas que sur des situations de crise, donc on peut aussi intervenir sur... Là, je pense à une équipe, un salon de coiffure à Périgueux. Allez, je cite parce que c'est vraiment des premiers clients qui sont vraiment super. Et on a travaillé récemment sur la question de l'engagement aussi au sein des équipes. On peut travailler sur les relations avec les clients, on peut travailler... Voilà, donc, donc ça peut être des artisans. Salon de coiffure avec quelques employés. Ouais, voilà, ça peut être ça. Cabinet artisan. Ça peut être des artisans. En ce moment, je suis dans un centre hospitalier qui prend beaucoup institutionnel. De mon temps. Voilà. Pas mal d'EHPAD aussi. Ça peut être une start-up aussi sur laquelle je suis intervenue à Paris. Et là, on a monté ensemble une charte relationnelle au sein de la start-up. D'accord. Donc, c'était comment est-ce qu'on s'adresse les uns aux autres. Donc, vous n'êtes pas que sur le Périgord. Ah non, je bouge, oui. Oui, d'accord. Donc, vos clients, vos interventions sont nationales, elles ne sont pas que locales. Alors, au début, elles étaient beaucoup nationales parce que ça a mis du temps avant d'être... Oui, Périgord, c'est petit et puis il n'y a pas tant de choses que ça. Et puis c'était nouveau, non? Mon métier était nouveau et ce qui était nouveau pouvait faire peur un peu. Oui, puis il faut qu'ils connaissent voilà, ici. Voilà. Donc au début, surtout, j'étais beaucoup sur Paris, même en Suisse aussi, j'interviens en Suisse. Bref, j'étais beaucoup en dehors du Périgord et là, en ce moment, je suis beaucoup en Périgord. Et l'activité n'est pas forcément dans les endroits où il fait le meilleur vivre, on va le dire d'ailleurs. Donc elle est beaucoup en région parisienne et pas forcément beaucoup dans le Périgord. Ce sont des appels entrants ou c'est du bouche à oreille? C'est beaucoup de bouche à oreille. Et j'ai une chance énorme d'avoir... Vous ne communiquez pas, en fait. Pas de promotion, pas de pub. Non, ça c'est une chance. Je l'ai fait au départ, mais c'est vrai qu'aujourd'hui... Je peux vous dire, un bouquin chez Erol, déjà, c'est quelque chose. Alors ça c'est chouette, bien sûr. Non, j'ai la chance que le bouche à oreille soit bon, que les gens me fassent confiance et j'ai beaucoup de chance de ça parce que voilà. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai même plus de demandes que ce à quoi je suis capable de répondre. Donc ça me permet de donner du travail à d'autres. Ok, alors maintenant, comment on fait donc vous avez fait le choix en 2018 de devenir à votre compte. Oui. Vous avez démissionné. Oui. Vous avez eu un plan social, vous avez eu un parachute? Non, j'ai demandé une rupture conventionnelle. D'accord, donc vous avez eu un petit pactole, vous êtes lancé? Oui. D'accord, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce qui a fait que vous avez quitté le salariat? Alors, il y a eu plusieurs paramètres. Un des paramètres, c'est que je me sentais plus à ma place là où j'étais et que j'étais en souffrance moi aussi là où j'étais. Ah, c'est un signe du destin, ça. Voilà. Un autre paramètre, c'est que j'ai été extrêmement soutenue par mon mari et par mes filles. Et que ça m'a donné le courage de quitter ce travail. Ça, c'est important. Environnement sécurisé, qui soutient, ça c'est bien. Ça, je leur dois à tous les trois énormément, parce que c'était un risque. Voilà. Oui. Un autre paramètre, c'est que j'avais découvert à titre personnel cette méthode Imago. Et vous êtes parti avec un client? Vous aviez un chantier qui permettait de travailler, partir sur 6 mois à 1 an? Vous êtes parti comme ça, un peu yaou. Mais c'est comme ça que ça se passe dans la vraie vie, il faut le dire aux gens quand même. On saute d'un pont avec un élastique et on espère qu'il est accroché. Ouais. Je suis partie passionnée par cette méthode, convaincue que j'avais trouvé quelque chose qui me correspondait et que je pourrais en faire quelque chose. Et j'ai ramé pendant 2 ans. D'accord. Voilà.
Donc vous avez survécu durant 2 ans, mais Ouais. vous aviez un pactole initial et un cercle familial qui vous a fait confiance. Vous Ouais. étiez Alors pas en danger. pactole, faut pas. Non, Non, je j'ai dis un vraiment, non, non, c'était c'est- vraiment des ruptures Nous conventionnelles qui sommes en étaient vraiment France, pas pardon. hautes. Hein. Donc, Voilà. vous avez eu peut-être vos indemnités acédiques de l'époque, vous avez pu prendre en Exactement. 2 fois. pour Non, créer- alors Non. j'ai demandé, Non. alors j'ai fait vraiment en pratique, j'ai fait une demande d'ACRE à l'époque, ce qui m'a D'accord. permis D'avoir un d'échelonner, dégrèvement de charge. Voilà. d'avoir un dégrèvement de charge et surtout ce qui rentrait au titre de ma profession de facilitatrice, diminuer mes allocations chômage qui en fait du coup ont duré assez longtemps. Donc en fait D'accord. moi j'ai profité 2 ans et demi de mes allocations. D'accord. Et c'est vraiment ce qui m'a permis De j'ai faire eu- votre creux, votre relationnel, de vous lancer. Oui. Donc un accompagnement de la CCI ou de quelque Non. chose, vraiment toute seule. toute seule. Imago, vous l'avez fait avant ou quand vous êtes lancé? Ben, donc je suis allée me former à Genève avant Ouais. et j'ai demandé ma rupture conventionnelle et je me suis lancée une fois que j'ai été certifiée. D'accord. Mais vous étiez pas parti 100% à l'aventure. Vous aviez l'étiquette Imago Ouais. et éventuellement la force, le relationnel d'Imago. Et autres. Alors, ce que je vous ai pas dit aussi, c'était pour ça que vous connaissiez pas le monde facilitatrice relationnelle, c'est que je suis la première en France en fait. Donc je suis D'accord. vraiment partie seule. Une y compris- pionnière. Ouais. Mais heureusement, une pionnière passionnée et soutenue, voilà. Mais oui. il faut parce que c'est vrai que et on m'avait prévenu que les premières années seraient difficiles Mhm. et qu'il fallait pas Faut passer baisser la les troisième. bras. En plus, Faut ouais, passer moi la j'ai troisième eu année. le Covid hein, En 3e année? en 2e. Oui, parce que 2018, effectivement, Ouais. 2e année, oui. Et oui, mais vous êtes passé très très proche du truc, puisque pour avoir les aides gouvernementales, il fallait être à jour de ces déclarations, Ouais. et c'était basé sur les déclarations de l'année d'avant. Bah voilà, vous avez tout compris, donc pas d'aide. Et vous aviez des déclarations de l'année d'avant. Mais j'avais Et vous pas de n'avez pas de chiffres? J'avais pas de chiffres, quasiment tout pas de à fait. chiffres. On n'a pas fait comme les Allemands, nous, on l'a fait très Ouais. différemment. Non, ouais. donc j'ai pas eu d'aide au niveau du Covid du tout. D'accord. Donc là, ça a été un peu costaud. Voilà. Et puis c'est très drôle. Donc là, j'ai pas mal communiqué, j'ai essayé de me faire connaître. J'ai eu quand même pas mal de contrats en dehors de la Dordogne au début. Et puis au bout d'à peu près 3 ans, c'est comme quand on fait de la cuisine. Là, on fait de la sauce et puis d'un coup, ça commence à prendre un mayonnaise peu, commence à prendre, ça là. commence à Ouais, épaissir. ouais, Et j'ai ouais. vraiment senti ce truc-là dans mon travail au bout de 3 ans D'accord. où ça a commencé à démarrer. Et puis C'est une et là, date clé, les 3 ans, souvent. Hein. Ben, en tout cas, moi, on me l'avait dit, ça s'est avéré. Et vous, ça fait 6 ans. Ouais. Vous repartiriez salarié demain? Alors, parfois, je trouve que c'est Ou elle a un regard, une façon de réagir. Je pense que s'il y a la piscine, la Mercedes, on va en parler un petit Non. peu. Mais sinon, je sais pas. Non, c'est pas ça. Non, c'est même pas ça. Non, il y a des matins où je vous avoue, je me dis, mais on a vachement de trucs quand on est à son compte. Ah oui, il faut le dire aux gens, c'est pour ça qu'on est là aussi. Hein, Les c'est, charges, l'URSSAF, la com. Moi, je fais pas autant de promotions qu'il faudrait pour mon livre. Enfin, il faudrait être partout et parfois, je suis Et épuisée. aujourd'hui, vous rentrez 1000 balles, il y en a 500, 600 qui partent. ouais, bah, oui. Il faut le dire aux gens. Oui, hein, oui, c'est, oui, c'est ouais. ça. Donc parfois, il m'arrive de dire à mon mari, oh, si je trouve un emploi salarié. Et en fait, non, non, moi j'adore ce que je fais aujourd'hui. J'adore mon métier, Et je vois votre que ça porte famille, du vos fruit. parents n'étaient pas entrepreneurs, je suppose. Pas du tout. Parce que si vous avez mis 15 ou 20 ans à vous lancer, c'est que vous avez découvert l'environnement dans votre expérience, votre parcours, vous n'êtes pas né dedans. Alors non seulement je suis pas née dedans, mais c'était vraiment pas un truc valorisé chez nous. Ouais. Du tout. Non. Ouais. Et aujourd'hui, vous accompagnez beaucoup d'entrepreneurs, je suppose. Ouais. Et donc, Et je suis passionnée par le monde du travail. oui. Et des enjeux des entrepreneurs. Et oui, franchement, c'est... Non, ça je peux l'entendre. C'est bien parce que vous êtes. On peut regarder ce que c'est que le parcours d'un entrepreneur et en plus vous aidez les entreprises et les équipes. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter là? Qu'est-ce qui va venir pour vous, Marion Malo-Sénat-Drosson, dans les mois et les années qui viennent? Idéalement, qu'est-ce que c'est? C'est un cabinet, des assistants? Ça, je l'ai déjà. Ouais, une équipe, parce que je commence à avoir plus de travail que... Voilà, donc former une équipe autour. J'ai un beau projet en cours, mais bon, Il y a une marche, j'en parlerai bientôt. Il y a une marche. Entre travailleurs indépendants et le premier et le deuxième salarié, il y a vraiment un cap très haut. Hein. Alors, équipe, je ne pensais pas forcément à salarié. D'accord. Il peut y avoir d'autres façons de travailler en équipe. Marion, on vous trouve comment? On me trouve en tapant mon nom sur Internet. J'ai un Oui. site et à mon nom, marion-malocena-drosson.com. Et Oui. puis, Une jolie page LinkedIn. voilà, LinkedIn, Et Facebook. puis, écoutez, merci beaucoup d'être venu nous voir. Ben, merci à vous de m'avoir invité. On vous souhaite le meilleur. Et puis, à tout le monde, à la semaine prochaine. Au revoir. RLP Business. RLP. Radio libre en Périgord.